lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. lu et signé. Je sentis un frisson courir dans ma chair quand Dupin me fit cette question. Un fou, dis-je, aura commis ce meurtre. Quelque maniaque furieux échappé à une maison de santé du voisinage. Pas trop mal, répliqua-t-il. Votre idée est presque applicable. Mais les voix des fous, même dans leur plus sauvage paroxysme, ne se sont jamais accordées avec ce qu'on dit de cette singulière voix entendue dans l'escalier. Les fous font partie d'une nation quelconque, et leur langage, pour incohérent qu'il soit dans les paroles, est toujours syllabifié. En outre, le cheveu d'un fou ne ressemble pas à celui que je tiens maintenant dans ma main. J'ai dégagé cette petite touffe des doigts rigides et crispés de Madame L'Espanay. Dites-moi ce que vous en pensez. Dupin, dis-je, complètement bouleversé, ces cheveux sont bien extraordinaires. Ce ne sont pas là des cheveux humains? Je n'ai pas affirmé qu'ils fussent tels, dit-il, mais avant de nous décider sur ce point, je désire que vous jetiez un coup d'œil sur le petit dessin que j'ai tracé sur ce bout de papier. C'est un fac-similé qui représente ce que certaines dépositions définissent les meurtrissures noirâtres et les profondes marques d'ongles trouvées sur le cou de mademoiselle L'Espanay, et que messieurs Dumas et Étienne appellent une série de taches livides, évidemment causées par l'impression des doigts. Vous voyez, continua mon ami en déployant le papier sur la table, que ce dessin donne l'idée d'une poigne solide et ferme. Il n'y a pas d'apparence que les doigts aient glissé. Chaque doigt a gardé, peut-être jusqu'à la mort de la victime, la terrible prise qu'il s'était faite et dans laquelle il s'est moulé. Essayez maintenant de placer tous vos doigts en même temps, chacun dans la marque analogue que vous voyez. J'essayais, mais inutilement. Il est possible, dit Dupin, que nous ne fassions pas cette expérience d'une manière décisive. Le papier est déployé sur une surface plane et la gorge humaine est cylindrique. Voici un rouleau de bois dont la circonférence est à peu près celle d'un cou. Étalez le dessin tout autour et recommencez l'expérience. J'obéis. Mais la difficulté fut encore plus évidente que la première fois. Ceci, dis-je, n'est pas la trace d'une main humaine. Maintenant, dit Dupin, lisez ce passage de Cuvier. C'était l'histoire minutieuse, anatomique et descriptive du grand orang-outan fauve des îles de l'Inde orientale. Tout le monde connaît suffisamment la gigantesque stature, la force et l'agilité prodigieuse, la férocité sauvage et les facultés d'imitation de ce mammifère. Je compris d'un seul coup tout l'horrible du meurtre. La description des doigts, dis-je quand j'eus fini la lecture, s'accorde parfaitement avec le dessin. Je vois qu'aucun animal, excepté un orang-outan et de l'espèce en question, n'aurait pu faire des marques telles que celles que vous avez dessinées. Cette touffe de poils fauves est aussi d'un caractère identique à celui de l'animal de Cuvier. Mais je ne me rends pas facilement compte des détails de cet effroyable mystère. D'ailleurs, on a entendu 2 voix se disputer, et l'une d'elles était incontestablement la voix d'un Français. C'est vrai. Et vous vous rappellerez une expression attribuée presque unanimement à cette voix, l'expression « Mon Dieu ». Ces mots, dans les circonstances présentes, ont été caractérisés par l'un des témoins, Montani, le confiseur, comme exprimant un reproche et une remontrance. C'est donc sur ces 2 mots que j'ai fondé l'espérance de débrouiller complètement l'énigme. Un Français a eu connaissance du meurtre. Il est possible, il est même plus que probable, qu'il est innocent de toute participation à cette sanglante affaire. L'orang-outan a pu lui échapper.
Il est possible qu'il ait suivi sa trace jusqu'à la chambre, mais que dans les circonstances terribles qui ont suivi, il n'ait pu s'emparer de lui. L'animal est encore libre. Je ne poursuivrai pas ces conjectures, je n'ai pas le droit d'appeler ces idées d'un autre nom, puisque les ombres de réflexion qui leur servent de base sont d'une profondeur à peine suffisante pour être appréciées par ma propre raison, et que je ne prétendrai pas qu'elles fussent appréciables pour une autre intelligence. Nous les nommerons donc des conjectures, et nous ne les prendrons que pour telles. Si le Français en question est, comme je le suppose, innocent de cette atrocité, cette annonce que j'ai laissée hier au soir, pendant que nous retournions au logis, dans les bureaux du journal Le Monde, feuille consacrée aux intérêts maritimes et très recherchée par les marins, l'amènera chez nous. Il me tendit un papier et je lus. Avis. On a trouvé dans le bois de Boulogne, le matin du courant, c'était le matin de l'assassinat, de fort bonne heure, un énorme orang-outan fauve de l'espèce de Bornéo. Le propriétaire, qu'on sait être un marin appartenant à l'équipage d'un navire maltais, peut retrouver l'animal après en avoir donné un signalement satisfaisant et rembourser quelques frais à la personne qui s'en est emparée et qui l'a gardé. S'adresser rue, numéro, Faubourg Saint-Germain, au 3e. Comment avez-vous pu, demandai-je à Dupin, savoir que l'homme était un marin et qu'il appartenait à un navire maltais? Je ne le sais pas, dit-il. Je n'en suis pas sûr. Voici toutefois un petit morceau de ruban qui, j'en juge par sa forme et son aspect graisseux, a évidemment servi à nouer les cheveux en une de ces longues queues qui rendent les marins si fiers et si faraos. En outre, ce nœud est un de ceux que peu de personnes savent faire, excepté les marins. Et il est particulier aux Maltais. J'ai ramassé le ruban au bas de la chaîne du paratonnerre. Il est impossible qu'il ait appartenu à l'une des deux victimes. Après tout, si je me suis trompé en induisant de ce ruban que le Français est un marin appartenant à un navire maltais, je n'aurais fait de mal à personne avec mon annonce. Si je suis dans l'erreur, il supposera simplement que j'ai été fourvoyé par quelques circonstances dont il ne prendra pas la peine de s'enquérir. Mais si je suis dans le vrai, il y a un grand point de gagné. Le Français qui a connaissance du meurtre, bien qu'il en soit innocent, hésitera naturellement à répondre à l'annonce, à réclamer son orang-outan. Il raisonnera ainsi. Je suis innocent, je suis pauvre, mon orang-outan est d'un grand prix. C'est presque une fortune dans une situation comme la mienne. Pourquoi le perdrais-je par quelque niaise appréhension de danger? Le voilà. Il est sous ma main. On l'a trouvé dans le bois de Boulogne, à une grande distance du théâtre du meurtre. Soupçonnera-t-on jamais qu'une bête brute ait pu faire le coup? La police est dépistée. Elle n'a pu retrouver le plus petit fil conducteur. Quand même on serait sur la piste de l'animal, il serait impossible de me prouver que j'ai eu connaissance de ce meurtre, ou de m'incriminer en raison de cette connaissance. Enfin, et avant tout, je suis connu. Le rédacteur de l'annonce me désigne comme le propriétaire de la bête, mais je ne sais pas jusqu'à quel point s'étend sa certitude. Si j'évite de réclamer une propriété d'une aussi grosse valeur, qui est connue pour m'appartenir, je puis attirer sur l'animal un dangereux soupçon. Ce serait de ma part une mauvaise politique d'appeler l'attention sur moi ou sur la bête. Je répondrai décidément à l'avis du journal, je reprendrai mon orang-outan et je l'enfermerai solidement jusqu'à ce que cette affaire soit oubliée. En ce moment, nous entendîmes un pas qui montait l'escalier. « Apprêtez-vous, dit Dupin. Prenez vos pistolets, mais ne vous en servez pas. Ne les montrez pas avant un signal de moi. » On avait laissé ouverte la porte cochère et le visiteur était entré sans sonner et avait gravi plusieurs marches de l'escalier. Mais on eût dit maintenant qu'il hésitait. Nous l'entendions redescendre. Dupin se dirigea vivement vers la porte quand nous l'entendîmes qui remontait. Cette fois, il ne battit pas en retraite, mais s'avança délibérément et frappa à la porte de notre chambre.
« Entrez !» dit Dupin d'une voix gaie et cordiale. Un homme se présenta. C'était évidemment un marin. Un grand, robuste et musculeux individu avec une expression d'audace de tous les diables qui n'était pas du tout déplaisante. Sa figure, fortement hâlée, était plus qu'à moitié cachée par les favoris et les moustaches. Il portait un gros bâton de chêne, mais ne semblait pas autrement armé. Il nous salua gauchement et nous souhaita le bonsoir avec un accent français qui, bien que légèrement bâtardé de Suisse, rappelait suffisamment une origine parisienne. « Asseyez-vous, mon ami, » dit Dupin. « Je suppose que vous venez pour votre orang-outan. Sur ma parole, je vous l'envie presque. Il est remarquablement beau et c'est sans doute une bête d'un grand prix. Quel âge lui donnez-vous bien ?» Le matelot aspira longuement de l'air d'un homme qui se trouve soulagé d'un poids intolérable et répliqua d'une voix assurée. « Je ne saurais trop vous dire, cependant, il ne peut guère avoir plus de 4 ou 5 ans. Est-ce que vous l'avez ici ?»« Oh non, nous n'avions pas de lieu commode pour l'enfermer. Il est dans une écurie de manège près d'ici, rue Dubourg. Vous pourrez la voir demain matin. Ainsi, vous êtes en mesure de prouver votre droit de propriété ? » ?»« Oui, monsieur, certainement. »« Je serais vraiment peiné de m'en séparer, » dit Dupin. « Je n'entends pas, dit l'homme, que vous ayez pris tant de peine pour rien. Je n'y ai pas compté. Je paierais volontiers une récompense à la personne qui a retrouvé l'animal, une récompense raisonnable, s'entend. »« Fort bien, » répliqua mon ami. « Tout cela est fort juste en vérité. Voyons, que donneriez-vous bien ? Ah, je vais vous le dire. Voici quelle sera ma récompense. Vous me raconterez tout ce que vous savez relativement aux assassinats de la rue Morgue. » Dupin prononça ces derniers mots d'une voix très basse et fort tranquillement. Il se dirigea vers la porte avec la même placidité, la ferma et mit la clé dans sa poche. Il tira alors un pistolet de son sein et le posa sans le moindre émoi sur la table. La figure du marin devint pourpre, comme s'il en était aux agonies d'une suffocation. Il se dressa sur ses pieds et saisit son bâton. Mais, une seconde après, il se laissa retomber sur son siège, tremblant violemment et la mort sur le visage. Il ne pouvait articuler une parole. Je le plaignais du plus profond de mon cœur. « Mon ami, » dit Dupin d'une voix pleine de bonté, « vous vous alarmez sans motif, je vous assure. Nous ne voulons vous faire aucun mal. Sur mon honneur de galant homme et de Français, nous n'avons aucun mauvais dessein contre vous. Je sais parfaitement que vous êtes innocent des horreurs de la rue Morgue. Cependant, cela ne veut pas dire que vous n'y soyez pas quelque peu impliqué. Le peu que je vous ai dit doit vous prouver que j'ai sur cette affaire des moyens d'information dont vous ne vous seriez jamais douté. Maintenant, la chose est claire pour nous. Vous n'avez rien fait que vous ayez pu éviter, rien à coup sûr qui vous rende coupable. Vous auriez pu voler impunément. Vous n'avez même pas été coupable de vol. Vous n'avez rien à cacher. Vous n'avez aucune raison de cacher quoi que ce soit. D'un autre côté, vous êtes contraint par tous les principes de l'honneur à confesser tout ce que vous savez. Un homme innocent est actuellement en prison, accusé du crime dont vous pouvez indiquer l'auteur. Pendant que Dupin prononçait ces mots, le matelot avait recouvré en grande partie sa présence d'esprit, mais toute sa première hardiesse avait disparu. « Que Dieu me soit en aide, » dit-il après une petite pause. « Je vous dirai tout ce que je sais sur cette affaire, mais je n'espère pas que vous en croyiez la moitié. Je serais vraiment sot si je l'espérais. Cependant, je suis innocent, et je dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Quand même, il m'en coûterait la vie. » Voici en substance ce qu'il nous raconta. Il avait fait dernièrement un voyage dans l'archipel indien. Une bande de matelots dont il faisait partie débarqua à Bornéo et pénétra dans l'intérieur pour y faire une excursion d'amateurs. Lui et un de ses camarades avaient pris l'orang-outan. Ce camarade mourut.
et l'animal devint donc sa propriété exclusive à lui. Après bien des embarras causés par l'indomptable férocité du captif pendant la traversée, il réussit à la longue à le loger sûrement dans sa propre demeure à Paris. Et pour ne pas attirer sur lui-même l'insupportable curiosité des voisins, il avait soigneusement enfermé l'animal jusqu'à ce qu'il l'eût guéri d'une blessure au pied qu'il s'était faite à bord avec une esquille. Son projet, finalement, était de le vendre. Comme il revenait une nuit, ou plutôt un matin, le matin du meurtre, d'une petite orgie de matelots, il trouva la bête installée dans sa chambre à coucher. Elle s'était échappée du cabinet voisin où il la croyait solidement enfermée. Un rasoir à la main et toute barbouillée de savon, elle était assise devant un miroir et essayait de se raser, comme sans doute elle l'avait vu faire à son maître en l'épiant par le trou de la serrure. Terrifié en voyant une arme si dangereuse dans les mains d'un animal aussi féroce, parfaitement capable de s'en servir, l'homme, pendant quelques instants, n'avait su quel parti prendre. D'habitude, il avait dompté l'animal, même dans ses accès les plus furieux, par les coups de fouet. Et il voulut y recourir cette fois encore. Mais en voyant le fouet, l'orang-outan bondit à travers la porte de la chambre, dégringola par les escaliers et, profitant d'une fenêtre ouverte par malheur, il se jeta dans la rue. Le Français, désespéré, poursuivit le singe. Celui-ci, tenant toujours son rasoir d'une main, s'arrêtait de temps en temps, se retournait et faisait des grimaces à l'homme qui le poursuivait, jusqu'à ce qu'il se vît près d'être atteint, puis il reprenait sa course. Cette chasse dura ainsi un bout de temps. Les rues étaient profondément tranquilles, et il pouvait être 3 heures du matin. En traversant un passage derrière la rue Morgue, l'attention du fugitif fut attirée par une lumière qui partait de la fenêtre de Madame L'Espanay, au 4e étage de sa maison. Il se précipita vers le mur. Il aperçut la chaîne du paratonnerre, y grimpa avec une inconcevable agilité, saisit le volet, qui était complètement rabattu contre le mur, et en s'appuyant dessus, il s'élança droit sur le chevet du lit. Toute cette gymnastique ne dura pas une minute. Le volet avait été repoussé contre le mur par le bond que l'orang-outan avait fait en se jetant dans la chambre. Cependant, le matelot était à la fois joyeux et inquiet. Il avait donc bonne espérance de ressaisir l'animal, qui pouvait difficilement s'échapper de la trappe où il s'était aventuré, et d'où on pouvait lui barrer la fuite. D'un autre côté, il y avait lieu d'être fort inquiet de ce qu'il pouvait faire dans la maison. Cette dernière réflexion incita l'homme à se remettre à la poursuite de son fugitif. Il n'est pas difficile pour un marin de grimper à une chaîne de paratonnerre, mais quand il fut arrivé à la hauteur de la fenêtre, située assez loin sur sa gauche, il se trouva fort empêché. Tout ce qu'il put faire de mieux fut de se dresser de manière à jeter un coup d'œil dans l'intérieur de la chambre. Mais ce qu'il vit lui fit presque lâcher prise dans l'excès de sa terreur. C'est alors que s'élevaient les horribles cris qui, à travers le silence de la nuit, réveillèrent en sursaut les habitants de la rue Morgue. Madame L'Espanay et sa fille, vêtues de leur toilette de nuit, étaient sans doute occupées à ranger quelques papiers dans le coffret de fer dont il a été fait mention et qui avait été traîné au milieu de la chambre. Il était ouvert et tout son contenu était éparpillé sur le parquet. Les victimes avaient sans doute le dos tourné à la fenêtre. À en juger par le temps qui s'écoula entre l'invasion de la bête et les premiers cris, il est probable qu'elles ne l'aperçurent pas tout de suite. Le claquement du volet a pu être vraisemblablement attribué au vent. Quand le matelot regarda dans la chambre, le terrible animal avait empoigné Madame L'Espanay par ses cheveux, qui étaient épars et qu'elle peignait. Et il agitait le rasoir autour de sa figure, en imitant les gestes d'un barbier. La fille était par terre, immobile. Elle s'était évanouie. Les cris et les efforts de la vieille dame, pendant lesquels les cheveux lui furent arrachés de la tête, eurent pour effet de changer en fureur les dispositions probablement pacifiques de l'orang-outan. D'un coup rapide de son bras musculeux, il sépara presque la tête du corps. La vue du sang transforma sa fureur en frénésie. Il grinçait des dents,
Il lançait du feu par les yeux. Il se jeta sur le corps de la jeune personne. Il lui ensevelit ses griffes dans la gorge et les y laissa jusqu'à ce qu'elle fût morte. Ses yeux égarés et sauvages tombèrent en ce moment sur le chevet du lit, au-dessus duquel il put apercevoir la face de son maître, paralysé par l'horreur. La furie de la bête, qui sans aucun doute se souvenait du terrible fouet, se changea immédiatement en frayeur. Sachant bien qu'elle avait mérité un châtiment, elle semblait vouloir cacher les traces sanglantes de son action et bondissait à travers la chambre dans un accès d'agitation nerveuse, bousculant et brisant les meubles à chacun de ses mouvements et arrachant les matelas du lit. Finalement, elle s'empara du corps de la fille et le poussa dans la cheminée, dans la posture où elle fut trouvée, puis de celui de la vieille dame qu'elle précipita la tête la première à travers la fenêtre. Comme le singe s'approchait de la fenêtre avec son fardeau tout mutilé, le matelot épouvanté se baissa et, se laissant couler le long de la chaîne sans précaution, il s'enfuit tout d'un trait jusque chez lui, redoutant les conséquences de cette atroce boucherie et, dans sa terreur, abandonnant volontiers tout souci de la destinée de son orang-outan. Les voix entendues par les gens de l'escalier étaient ces exclamations d'horreur et d'effroi, mêlées au glapissement diabolique de la bête. Je n'ai presque rien à ajouter. L'orang-outan s'était sans doute échappé de la chambre par la chaîne du paratonnerre, juste avant que la porte fût enfoncée. En passant par la fenêtre, il l'avait évidemment refermée. Il fut rattrapé plus tard par le propriétaire lui-même, qui le vendit pour un bon prix au Jardin des Plantes. Le bon fut immédiatement relâché, après que nous eûmes raconté toutes les circonstances de l'affaire, assaisonnées de quelques commentaires de Dupin, dans le cabinet même du préfet de police. Ce fonctionnaire, quelque bien disposé qu'il fût envers mon ami, ne pouvait pas absolument déguiser sa mauvaise humeur en voyant l'affaire prendre cette tournure, et se laissa aller à un ou deux sarcasmes sur la manie des personnes qui se mêlaient de ses fonctions. « Laissez-le parler, dit Dupin, qui n'avait pas jugé à propos de répliquer. « Laissez-le jaser, cela allégera sa conscience. Je suis content de l'avoir battu sur son propre terrain. Néanmoins, qu'il n'ait pas pu débrouiller ce mystère, il n'y a nullement lieu de s'en étonner, et cela est moins singulier qu'il ne le croit, car en vérité, notre ami le préfet est un peu trop fin pour être profond. Sa science n'a pas de base. Elle est tout en tête et n'a pas de corps, comme les portraits de la déesse Laverna, ou si vous aimez mieux, tout en tête et en épaules, comme une morue. Mais après tout, c'est un brave homme. Je l'adore particulièrement pour un merveilleux genre de Kant auquel il doit sa réputation de génie. Je veux parler de sa manie de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas.